La pluie tambourinait contre les vitres de la petite boutique d'antiquités de Margot Dubois, nichée dans une ruelle étroite du quartier latin. L'odeur de vieux cuir et de cire d'abeille imprégnait l'air, mêlée à celle du café refroidi posé sur le comptoir en acajou. Margot, une femme de 35 ans aux cheveux châtains toujours attachés en chignon négligé, fouillait dans les affaires de Monsieur Beaumont, un client décédé la semaine précédente. Encore des bibelots sans valeur, murmurait-elle en soulevant délicatement une pile de livres jaunis. Ses doigts fins, habitués à manipuler les objets anciens, s'arrêtèrent soudain sur quelque chose d'inhabituel. Au fond de la caisse en bois, enveloppée dans un tissu de velours noir, se trouvait une lanterne d'un style qu'elle n'avait jamais vu. L'objet était fascinant. Le métal, d'un bronze terni par les siècles, portait des gravures complexes qui semblaient danser sous la lumière tamisée de la boutique. Des symboles étranges s'entrelaçaient autour de la base, et les panneaux de verre, d'un bleu profond presque noir, reflétaient son visage de manière troublante. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Julien Moreau ajustait son harnais de sécurité sur les échafaudages de Notre-Dame. Restaurateur d'art de renom, il avait l'habitude de travailler en hauteur, mais ce soir-là, quelque chose d'inhabituel perturbait sa concentration. Les gargouilles, ces gardiens de pierre qu'il côtoyait depuis des mois, semblaient différentes. Leurs yeux sculptés paraissaient le suivre, et il aurait juré entendre des murmures portés par le vent. C'est ridicule, se dit-il en secouant la tête. Ses cheveux noirs, parsemés de quelques fils d'argent malgré ses 40 ans, étaient trempés par la brune parisienne. Il dirigea sa langue vers la gargouille la plus proche, celle qu'il avait surnommée le veilleur. L'expression de la créature de pierre lui sembla plus menaçante que d'habitude. De retour dans sa boutique, Margot ne parvenait pas à détacher son regard de la lanterne. Une impulsion irrésistible la poussait à l'allumer. Elle chercha des allumettes dans le tiroir du comptoir, ses mains tremblant légèrement sans qu'elle comprenne pourquoi. Juste pour voir, chuchota-t-elle. La flamme jaillit, dansant derrière le verre bleu. Instantanément, une sensation étrange l'envahit, comme si quelque chose se déchirait dans son esprit. La boutique sembla vaciller autour d'elle, les ombres s'allongeant et se tordant de manière inquiétante. Puis, le vide. Margot cligna des yeux, désorientée. Elle se trouvait toujours dans sa boutique, la lanterne éteinte devant elle. Mais quelque chose avait changé. Un sentiment de perte l'oppressait, comme si une partie d'elle-même avait disparu. Elle porta la main à sa tempe, où une migraine sourde commençait à pulser. « Qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-elle. Son regard tomba sur une photographie posée sur l'étagère derrière le comptoir. Elle la prit, fronçant les sourcils. L'image la montrait plus jeune, souriante, mais elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait une silhouette floue, comme si quelqu'un avait été effacé de la photo. Pourtant, elle ne se souvenait pas d'avoir pris cette photo avec qui que ce soit. La nuit tombait sur Paris, et dans les hauteurs de Notre-Dame, Julien rangeait ses outils avec un malaise grandissant. Les murmures s'étaient intensifiés, et il aurait juré voir les gargouilles bouger du coin de l'œil. Quand il se retourna pour regarder directement, elles étaient immobiles, mais leurs yeux de pierre semblaient briller d'une lueur intérieure. « Il faut que j'arrête de travailler si tard », marmonna-t-il en descendant les échafaudages. Mais au moment où il atteignait le sol, un cri strident déchira la nuit. Levant les yeux, il vit avec horreur que le veilleur avait tourné la tête dans sa direction, ses yeux de pierre maintenant clairement lumineux dans l'obscurité. Le cabinet du docteur. Antoine Rousseau baignait dans une lumière douce, conçue pour apaiser ses patients. Neurologue réputé de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, il avait l'habitude des cas complexes, mais celui de Margot Dubois le troublait profondément. Assis derrière son bureau en chêne massif, il observait les résultats de l'IRM avec une perplexité grandissante. « Madame Dubois », commença-t-il de sa voix posée, « vos examens révèlent quelque chose d'extraordinaire. Vos souvenirs n'ont pas été perdus à cause d'un traumatisme ou d'une maladie. Ils ont été, comment dire, chirurgicalement effacés. » Margot, assise en face de lui, serrait nerveusement son sac à main. Ses yeux verts, habituellement vifs, portaient une ombre d'inquiétude. « Que voulez-vous dire par « chirurgicalement » ? Les zones de votre cerveau responsables de certains souvenirs spécifiques montrent des patterns que je n'ai jamais observés. C'est comme si quelqu'un avait délicatement retiré des informations précises, laissant le reste intact. Le docteur Rousseau retira ses lunettes et les nettoya lentement. « Avez-vous été exposé à quelque chose d'inhabituel récemment ?» Margot hésita. Comment expliquer l'épisode de la lanterne sans passer pour folle ? J'ai trouvé un objet ancien dans ma boutique. Une lanterne. Quand je l'ai allumée,
j'ai eu des vertiges. Pendant ce temps, dans les archives de la bibliothèque Sainte-Geneviève, Céleste Morvan feuilletait des manuscrits médiévaux avec la passion qui caractérisait tous ses travaux. Historienne spécialisée dans l'ésotérisme du Moyen-Âge, elle avait consacré sa vie à étudier les légendes urbaines de Paris. Ses longs cheveux roux étaient rassemblés en une tresse complexe, et ses yeux bleus perçants scrutaient chaque ligne des textes anciens. Un passage retint son attention, les gardiens de pierre veillent sur les secrets de la cathédrale. Ils ne sont point simples ornements, mais sentinelles éternelles des mystères que l'homme ne doit point connaître. Fascinant, murmura-t-elle en prenant des notes dans son carnet de cuir rouge. C'est à ce moment que Julien fit irruption dans la salle de lecture, visiblement agité. Il avait rencontré Céleste lors d'une conférence sur l'art gothique, et savait qu'elle pourrait l'aider à comprendre ce qui lui arrivait. « Céleste, il faut que je vous parle », chuchota-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « C'est à propos des gargouilles de Notre-Dame. » Elle bouge. Céleste leva les yeux de son manuscrit, intriguée. « Que voulez-vous dire exactement ? » « Hier soir, j'ai vu l'une d'elles tourner la tête. » Ses yeux brillaient. « Et les murmures ?» Julien passa une main dans ses cheveux. « Je sais que ça paraît fou, mais je ne suis pas en train d'halluciner. » Céleste referma délicatement le manuscrit. « Julien, ce que vous décrivez correspond exactement à ce que je viens de lire. Les gargouilles de Notre-Dame ne sont pas que décoratives. Selon les textes anciens, elles sont les gardiennes d'anciens secrets. » Elle se pencha vers lui, baissant la voix. « Il existe une légende selon laquelle certains objets maudits sont protégés par ces créatures. Quand l'un de ces objets est activé, les gardiens s'éveillent. » De retour dans sa boutique, Margot fouillait frénétiquement dans ses affaires personnelles. Le sentiment de perte s'intensifiait, et elle était certaine d'avoir oublié quelqu'un d'important. Dans un vieux coffre au grenier, elle découvrit une pile de journaux intimes qu'elle ne se souvenait pas avoir écrits. 15 mai 2013, Élise et moi avons encore eu une dispute à propos de papa. Elle refuse de voir la vérité. Élise ? Margot fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, mais elle ne parvenait pas à mettre un visage dessus. Elle continua à lire. 3 juin 2013, Élise a découvert quelque chose dans les affaires de papa. Elle dit que c'est terrible, mais elle refuse de m'en parler. 20 juin 2013, ma sœur a disparu. La police dit qu'elle est partie de son plein gré, mais je sais que c'est faux. Élise ne m'aurait jamais abandonné. Ma sœur ? Margot laissa tomber le journal, le cœur battant. J'ai une sœur ? Ses mains tremblaient en tournant les pages. Chaque tentative de se concentrer sur les souvenirs d'Élise déclenchait une migraine atroce, comme si son cerveau résistait à ces informations. Au fond du coffre, elle trouva une lettre non datée, écrite d'une écriture qu'elle reconnut comme la sienne, mais plus jeune. Si tu lis ceci, c'est que la lanterne a fonctionné. Je sais que tu ne te souviens plus de moi, mais je suis ta sœur jumelle, Élise. J'ai dû utiliser la lanterne qui vole les âmes pour nous protéger toutes les deux. Le secret de notre famille est trop lourd à porter. Pardonne-moi. Margot s'effondra sur le sol du grenier, la lettre serrée contre sa poitrine. Les larmes coulaient sur ses joues sans qu'elle comprenne pourquoi elle pleurait quelqu'un dont elle ne se souvenait pas. Dans les rues de Paris, la nuit tombait à nouveau, et quelque part dans les hauteurs de Notre-Dame, les yeux de Pierre s'illuminaient une fois de plus. La crypte sous Notre-Dame n'apparaissait sur aucun plan officiel. Céleste guida Julien à travers un dédale de couloirs étroits, éclairé seulement par la lueur tremblotante de sa lampe torche. L'air était chargé d'humidité et d'une odeur de pierre ancienne qui semblait porter le poids des siècles. « Comment connaissez-vous cet endroit » demanda Julien, sa voix résonnant étrangement dans l'espace confiné. « Mes recherches m'ont mené ici il y a des années » répondit Céleste en s'arrêtant devant une porte de fer forgé. Peu de gens savent que Notre-Dame cache des secrets bien plus anciens que sa construction officielle. Elle sortit une clé ornée de symboles identiques à ceux que Margot avait vus sur la lanterne. La serrure céda avec un grincement métallique qui fit frissonner Julien. La salle qui s'ouvrait devant eux était circulaire, ses murs couverts de fresques représentant des gargouilles en mouvement. Au centre, un autel de pierre portait un livre ouvert, ses pages jaunies par le temps. « Bienvenue dans le sanctuaire de la confrérie des gardiens de la mémoire », annonça Céleste avec solennité. Cet ordre secret a été fondé en 1248 par les maîtres bâtisseurs de Notre-Dame. Leur mission, protéger certains objets maudits qui ne doivent jamais être détruits, mais seulement contenus. Julien s'approcha de l'autel, fasciné par les enluminures qui ornaient le livre. Et les gargouilles ? Elles ne sont pas que des sculptures.
Ce sont les âmes des anciens gardiens, liés à la pierre pour l'éternité. Elle veille sur les objets maudits et traque ceux qui osent les utiliser. Céleste tourna délicatement une page. Regardez. L'illustration montrait une lanterne identique à celle de Margot, entourée de créatures ailées aux yeux flamboyants. Le texte latin était accompagné d'une traduction en ancien français. La lanterne de l'oubli fut forgée par l'alchimiste Maître Arnaud en l'an 1203. Celui qui l'allume voit ses souvenirs les plus douloureux s'effacer, mais l'objet réclame un prix, l'âme de l'utilisateur devient liée à la lanterne, et ses souvenirs effacés contaminent tous ceux qui lui sont proches. Mon Dieu, murmura Julien. Si quelqu'un a utilisé cette lanterne. Les gardiens se sont éveillés, termina Céleste. Et ils ne s'arrêteront pas tant que l'objet ne sera pas récupéré. Chez elle, Margot avait étalé tous les indices qu'elle avait trouvés sur sa table de cuisine. Photos floues, lettres fragmentaires, objets personnels qu'elle ne reconnaissait pas mais qui lui semblaient familiers. Elle avait appelé sa mère, décédée depuis 5 ans selon ses souvenirs, mais le répondeur indiquait un numéro non attribué. Même les traces officielles de l'existence d'Élise semblaient avoir été effacées. Le docteur Rousseau l'avait rappelé dans l'après-midi, sa voix trahissant une inquiétude inhabituelle. « Madame Dubois, j'ai consulté mes collègues. Votre cas est unique. Il faudrait que vous reveniez demain pour des examens complémentaires. Et, apportez cet objet dont vous m'avez parlé. » Margot contemplait la lanterne, posée sur la table comme une accusation silencieuse. Chaque fois qu'elle la regardait, elle ressentait un mélange de fascination et de terreur. L'objet semblait pulser d'une vie propre, et elle aurait juré voir des ombres danser dans ses reflets. Un bruit à la fenêtre la fit sursauter. Dehors, la nuit était tombée, et quelque chose grattait contre le verre. Elle s'approcha prudemment et poussa un cri d'horreur. Une gargouille était perchée sur le rebord de sa fenêtre au 3e étage. Ses yeux de pierre brillaient d'une lueur rouge, et sa gueule béante laissait échapper un sifflement qui glaçait le sang. La créature inclina la tête, fixant la lanterne à travers la vitre. Margot recula, renversant une chaise dans sa précipitation. D'autres bruits résonnaient maintenant, des griffes sur les murs, des battements d'ailes, des murmures dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Elle saisit son téléphone et composa le numéro de la police, mais sa voix se brisa quand elle réalisa l'absurdité de sa situation. « Allô ? Je voudrais signaler, des gargouilles qui m'attaquent. » À Notre-Dame, Julien et Céleste remontaient précipitamment des cryptes. Les gargouilles de la cathédrale s'animaient une à une, leurs silhouettes se détachant de leur socle avec des craquements sinistres. Le veilleur, le premier à s'éveiller, déploya ses ailes de pierre et poussa un rugissement qui fit trembler les vitraux. « Elles partent en chasse, » dit Céleste, le visage pâle. « La personne qui possède la lanterne est en danger. » « En danger ? Je croyais qu'elle voulait récupérer l'objet ? » « Elles veulent le récupérer, oui. Mais leur méthode. » Céleste hésita. Les gardiens ne font pas de distinction entre protéger et détruire. Si elles considèrent que l'utilisateur de la lanterne est devenu trop dangereux, elles l'élimineront avec l'objet. Julien regarda les créatures de pierre s'élever dans le ciel parisien, leurs silhouettes monstrueuses se découpant contre les lumières de la ville. Il faut qu'on trouve cette personne avant elle. J'ai peut-être une idée, dit Céleste en sortant son téléphone. Les objets maudits laissent des traces énergétiques. Si on peut localiser la lanterne. Mais elle n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Un rugissement assourdissant retentit au-dessus de leur tête, et le veilleur plongea vers eux, ses serres tendues. Ils se jetèrent au sol juste à temps, sentant le déplacement d'air des ailes de pierre au-dessus d'eux. Elle nous considère comme des menaces aussi, cria Céleste par-dessus le vacarme. Il faut qu'on sorte d'ici. Dans son appartement, Margot avait barricadé sa porte et fermé tous les volets. Mais les grattements continuaient, et elle entendait maintenant des voix, des murmures qui semblaient venir de partout à la fois. La lanterne sur sa table pulsait plus fort, comme si elle répondait à la présence des créatures. Soudain, le silence retomba. Margot retint son souffle, n'osant pas bouger. Puis, un coup violent ébranla sa porte d'entrée. Puis un autre. Le bois commençait à céder. Elle saisit la lanterne et courut vers la salle de bain, seule pièce sans fenêtre. Mais au moment où elle refermait la porte derrière elle, elle entendit le bruit du verre brisé. Elles étaient entrées. Les rues de Paris n'avaient jamais semblé si menaçantes à Margot. Elle courait dans les ruelles du quartier latin, la lanterne serrée contre sa poitrine, poursuivie par des ombres ailées qui fondaient sur elle depuis les toits. Ses poumons brûlaient, et ses jambes tremblaient de fatigue, mais la terreur la poussait à continuer. Derrière elle,
les gargouilles se déplaçaient avec une grâce terrifiante malgré leur masse de pierre. Leurs griffes étincelaient dans la lumière des réverbères, et leurs yeux rougeoyants balayaient les rues comme des projecteurs infernaux. Le veilleur menait la chasse, ses ailes déployées créant des ombres mouvantes sur les façades haussmanniennes. Margot tourna dans une rue plus large, espérant trouver des passants, des témoins, n'importe qui pourrait l'aider. Mais Paris semblait étrangement désert, comme si la ville elle-même fuyait cette chasse surnaturelle. Un rugissement retentit au-dessus de sa tête. Elle leva les yeux et vit une gargouille plonger vers elle, ses serres tendues. Elle se jeta dans une porte cochère juste à temps, sentant le déplacement d'air des ailes de pierre. La créature s'écrasa contre le mur dans un fracas assourdissant, laissant une fissure profonde dans la façade. « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive » sanglota-t-elle, serrant la lanterne plus fort. L'objet maudit pulsait contre sa poitrine, et elle réalisa avec horreur qu'il devenait de plus en plus chaud. Des images floues traversaient son esprit, un visage de femme qui lui ressemblait, des rires partagés, des disputes. Élise. Sa sœur jumelle dont elle ne se souvenait plus. Elle sortit de sa cachette et reprit sa course, guidée par un instinct qu'elle ne comprenait pas. Ses pas la menaient vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, vers le docteur Rousseau. C'était le seul endroit où elle pourrait peut-être trouver de l'aide. Pendant ce temps, Julien et Céleste avaient réussi à échapper aux gargouilles en se réfugiant dans les catacombes. Les tunnels souterrains de Paris offraient un labyrinthe de cachettes, mais ils savaient que ce répit ne durerait pas longtemps. « Il faut qu'on trouve la personne qui possède la lanterne, » dit Julien, essoufflé. « Vous avez une idée de qui ça peut être ?» Céleste consultait fébrilement ses notes à la lueur de sa lampe torche. Les objets maudits attirent certains types de personnes. Généralement, celles qui ont subi un traumatisme récent ou qui cherchent à oublier quelque chose de douloureux. Ça ne nous avance pas beaucoup. Attendez. Céleste s'arrêta soudain. Les gargouilles chassent en meute, mais elles suivent toujours un schéma précis. Elles encerclent leur proie, la poussent vers un endroit spécifique. Quel endroit? Notre-Dame. Elles ramènent toujours les objets maudits à la cathédrale. C'est laquelle les garde? Julien réfléchit rapidement. Alors si on peut intercepter leur proie avant qu'elles n'atteignent Notre-Dame. Exactement. Mais il faut faire vite. Une fois que les gargouilles auront récupéré la lanterne, elles détruiront son utilisateur pour s'assurer qu'il ne puisse plus jamais la réutiliser. Au cabinet du docteur Rousseau, l'atmosphère était tendue. Le neurologue avait accepté de recevoir Margot en urgence, malgré l'heure tardive. Quand elle avait fait irruption dans son bureau, tremblante et incohérente, il avait d'abord pensé à une crise de panique. Mais la lanterne qu'elle portait changeait tout. « Docteur, elles me poursuivent » haleta Margot en s'effondrant dans le fauteuil. « Les créatures de pierre, elles veulent reprendre ça. » Le docteur Rousseau examina la lanterne avec fascination. L'objet était indéniablement ancien, et les symboles gravés sur sa surface lui rappelaient vaguement des textes d'alchimie médiévale qu'il avait étudiés dans sa jeunesse. « Margot, je vais être franc avec vous. Vos examens cérébraux montrent des anomalies que la science moderne ne peut expliquer. Et maintenant, vous me parlez de créatures surnaturelles. » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Je commence à penser que votre cas dépasse le cadre de la neurologie traditionnelle. Vous me croyez? Je crois que quelque chose d'extraordinaire vous arrive. Et cette lanterne? » Il tendit la main vers l'objet, mais s'arrêta avant de le toucher. « Elle dégage une énergie que je peux presque sentir. » Soudain, un bruit sourd résonna contre les fenêtres du cabinet. Puis un autre. Le docteur Rousseau se dirigea vers la fenêtre et écarta prudemment le rideau. Son visage devint livide. « Mon Dieu !» Dehors, perchés sur les rebords des fenêtres et les balcons de l'immeuble, des gargouilles les observaient. Leurs yeux rougeoyants fixaient la lanterne à travers la vitre, et leurs gueules béantes laissaient échapper des sifflements menaçants. « Elles nous ont trouvés » chuchota Margot. Le docteur Rousseau recula de la fenêtre, son esprit rationnel luttant pour accepter ce qu'il voyait. « Il faut qu'on sorte d'ici. Mon bureau donne sur une cour intérieure. On peut peut-être » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Les fenêtres explosèrent dans un fracas de verre brisé, et les gargouilles envahirent le cabinet. Le veilleur se dressa devant eux, ses ailes déployées, bloquant toute issue. Margot serra la lanterne contre elle, et l'objet se mit à briller d'une lueur bleutée. Les gargouilles reculèrent légèrement, comme si cette lumière les dérangeait. La lanterne les repousse, réalisa le docteur Rousseau. Gardez-la allumée.
Mais Margot secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne peux pas. Chaque fois que je l'allume, j'oublie quelque chose d'important. J'ai déjà perdu ma sœur. Je ne peux pas perdre autre chose. Le veilleur poussa un rugissement et s'avança vers eux, ses serres étincelantes. Margot ferma les yeux, certaine que sa dernière heure était venue. C'est alors qu'une voix retentit dans le cabinet, « Arrêtez !» Céleste et Julien venaient de faire irruption par la porte, brandissant des symboles gravés sur des médaillons de bronze. Les gargouilles se figèrent, comme si ces objets avaient un pouvoir sur elles. « Nous sommes les nouveaux gardiens », déclara Céleste d'une voix ferme. « Et nous réclamons le droit de parole. » Le veilleur inclina sa tête de pierre, ses yeux rougeoyants fixant les médaillons. Un silence tendu s'installa dans le cabinet dévasté. « Margot, » dit doucement Céleste sans quitter les gargouilles des yeux, « il faut que vous compreniez. Cette lanterne ne vous appartient pas. Elle appartient à votre sœur. » Dans les archives poussiéreuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le docteur Rousseau feuilletait frénétiquement des dossiers datant de la Seconde Guerre mondiale. Depuis la confrontation avec les gargouilles dans son cabinet, il avait accepté que la science traditionnelle ne suffirait pas à comprendre le cas de Margot. Il cherchait maintenant des précédents, des cas similaires qui pourraient éclairer cette situation extraordinaire. « Voilà », murmura-t-il en sortant un dossier jauni. Patient, Henri Dubois, admis le 15 août 1943. Perte de mémoire sélective inexpliquée. Il ouvrit le dossier et découvrit des notes manuscrites de son prédécesseur. Le patient prétend avoir utilisé un objet ancien pour effacer volontairement certains souvenirs. Délire probable, mais les examens neurologiques confirment une perte de mémoire chirurgicale impossible à expliquer médicalement. Plus loin dans le dossier, une note troublante, Henri Dubois était membre d'un réseau de résistance. Il affirme avoir effacé de sa mémoire la localisation de ses camarades pour les protéger de la Gestapo. L'objet en question serait une lanterne d'origine médiévale. Le docteur Rousseau sentit un frisson parcourir son échine. Dubois, comme Margot. Pendant ce temps, dans les cryptes secrètes sous Notre-Dame, Céleste guidait Julien et Margot à travers des couloirs que même les guides touristiques ne connaissaient pas. Les gargouilles les avaient laissés partir après que Céleste eut prouvé sa connaissance des anciens rituels, mais leur répit serait de courte durée. « Votre sœur n'a pas disparu », expliquait Céleste en éclairant les fresques murales avec sa lampe torche. Elle s'est volontairement effacée de la réalité pour protéger un secret. Margot suivait en silence, la lanterne toujours serrée contre sa poitrine. Chaque pas dans ces tunnels anciens réveillait des échos de souvenirs qu'elle ne parvenait pas à saisir complètement. « Regardez », dit Céleste en s'arrêtant devant une alcôve. « Voici la chambre des témoignages. » L'alcôve contenait des dizaines de journaux, de lettres et d'objets personnels, tous laissés par les victimes de la lanterne à travers les siècles. Céleste en prit un au hasard et lut, « Mon nom était Marie Leclerc. J'ai utilisé la lanterne en 1789 pour oublier la mort de mes enfants pendant les émeutes. Maintenant, je ne me souviens plus de leur visage, mais la douleur demeure. » Tous ces gens, murmura Margot. Ils ont tous fait le même choix que votre sœur. Effacer un souvenir trop douloureux pour être supporté. Céleste continua à fouiller dans les témoignages. Ah, voici. Elle sortit un journal relié de cuir rouge, marqué du nom Élise Dubois. Margot tendit la main vers l'objet, mais Céleste l'arrêta. Attention. Lire ceci pourrait déclencher le retour de vos souvenirs. Êtes-vous prête à affronter la vérité sur votre famille? Margot hésita. Depuis qu'elle avait découvert l'existence d'Élise, elle avait peur de ce qu'elle pourrait apprendre. Mais le besoin de savoir était plus fort que la peur. Lisez-le-moi, dit-elle finalement. Céleste ouvrit le journal à la première page, 10 juin 2013. J'ai découvert la vérité sur papa aujourd'hui. Dans ses affaires, j'ai trouvé des documents qui prouvent qu'il collaborait avec les nazis pendant la guerre. Il vendait des œuvres d'art spoliées aux collectionneurs allemands. Margot chancela. Non, papa était résistant. Il nous l'a toujours dit. 15 juin 2013, continua Céleste. Margot refuse de me croire. Elle dit que j'invente tout ça pour salir la mémoire de papa. Mais j'ai les preuves. Les reçus, les lettres, les photographies. Notre père était un traître. 18 juin 2013. J'ai trouvé la lanterne dans les affaires de papa. Un antiquaire m'a dit qu'elle avait appartenu à notre arrière-grand-père, Henri Dubois. Lui aussi avait des secrets à cacher. Cette lanterne, elle appelle ceux qui ont honte de leur passé. Julien, qui écoutait en silence, prit la parole.
votre père a hérité de la lanterne de son grand-père, le résistant. Mais au lieu de l'utiliser pour protéger ses camarades, il l'a utilisé pour effacer ses propres crimes. 20 juin 2013, Lu Céleste. Je ne peux plus supporter cette vérité. Margot et moi, nous portons le nom d'un collaborateur. Nos voisins, nos amis, s'ils savaient. Je vais utiliser la lanterne. Je vais effacer cette honte de nos mémoires. Dernière entrée, 21 juin 2013, si quelqu'un lit ceci, c'est que la lanterne a fonctionné. J'ai effacé de ma mémoire et de celle de Margot tout ce qui concernait les crimes de papa. Mais la lanterne exige un prix. Je sens déjà que je commence à m'effacer moi-même. Bientôt, personne ne se souviendra que j'ai existé. C'est peut-être mieux ainsi. Margot pourra vivre sans porter ce fardeau. Margot s'effondra contre le mur de pierre, les larmes coulant sur ses joues. Elle a sacrifié son existence pour me protéger. Mais ce n'est pas tout, dit Céleste en tournant la page. Il y a un post-scriptum, écrit d'une main différente, plus tremblante, la lanterne m'a piégé. Je ne peux plus mourir, mais je ne peux plus vivre non plus. Je suis prisonnière entre deux mondes, gardienne malgré moi des secrets que j'ai voulu oublier. Papa est là aussi. Son esprit est lié à la lanterne depuis sa mort. Il cherche à effacer toute trace de ses crimes, même si cela signifie détruire ses propres filles. Un froid glacial envahit soudain la crypte. Les flammes des torchers vacillèrent, et une présence malveillante sembla s'éveiller dans l'obscurité. Il sait que nous sommes ici, chuchota Céleste. L'esprit de votre père. Il va essayer de récupérer la lanterne. Margot serra l'objet maudit plus fort. Que va-t-il se passer s'il la récupère? Il effacera tout. Vos souvenirs, ceux de votre sœur, toute trace de ses crimes. Et vous mourrez toutes les deux dans le processus. Dans l'obscurité de la crypte, une voix résonna, froide et familière. Mes filles, il est temps de rentrer à la maison. L'esprit de Marcel Dubois se matérialisa lentement dans la crypte, sa silhouette translucide ondulant dans la lumière vacillante des torchers. Il portait encore le costume 3 pièces qu'il affectionnait de son vivant, mais ses yeux étaient devenus des puits de ténèbres, et un sourire cruel déformait ses traits autrefois bienveillants. Ma petite Margot, dit-il d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. Tu as toujours été si naïve. Même maintenant, tu refuses de voir la vérité. Margot recula instinctivement, serrant la lanterne contre sa poitrine. Papa? Mais, tu es mort il y a 15 ans. Mort? Marcel Dubois éclata d'un rire sinistre. La mort n'est qu'une transition, ma chérie. Grâce à la lanterne, j'ai pu rester pour protéger l'honneur de notre famille. Céleste se plaça entre Margot et l'apparition, brandissant son médaillon de bronze. Vous n'êtes plus Marcel Dubois. Vous êtes devenu une entité corrompue par la lanterne. Corrompue? L'esprit se tourna vers elle, ses yeux noirs brillants de colère. J'ai fait ce qu'il fallait pendant la guerre. J'ai survécu. J'ai protégé ma famille. Ces œuvres d'art, elles étaient perdues de toute façon. Au moins, elles ont servi à quelque chose. Julien, qui était resté silencieux, prit la parole. Vous avez vendu l'héritage culturel de la France à l'ennemi. Vous avez trahi votre pays. Mon pays? Marcel cracha avec mépris. Mon pays m'avait abandonné. Pendant que les bourgeois parisiens fuyaient vers le sud, moi je restais pour nourrir ma famille. J'ai fait ce que j'avais à faire. Margot sentait ses souvenirs refaire surface par fragments. Des images floues de son enfance, son père rentrant tard le soir avec des paquets mystérieux, des conversations chuchotées avec des hommes en uniforme, l'odeur de peur qui imprégnait leur appartement. Élise avait raison, murmura-t-elle. Tu étais un collaborateur. Élise était une idéaliste stupide. Rugit Marcel. Elle voulait détruire notre famille avec ses révélations. Heureusement, j'ai pu la convaincre d'utiliser la lanterne. Tu l'as manipulée, réalisa Margot avec horreur. Tu l'as poussée à effacer ses propres souvenirs. Je l'ai sauvée. Comme je vais te sauver maintenant. Marcel tendit une main spectrale vers la lanterne. Donne-moi ça, et tout redeviendra comme avant. Nous serons une famille respectable. Mais au moment où ses doigts fantomatiques touchèrent l'objet maudit, la lanterne s'illumina d'une lueur aveuglante. Une autre silhouette se matérialisa dans la crypte, Élise. Non, papa, dit-elle d'une voix ferme. Ça suffit. Élise était exactement comme Margot se la rappelait maintenant, même visage, mêmes yeux verts,
mais une détermination farouche que sa sœur jumelle n'avait jamais possédée. Elle était translucide, prisonnière entre deux mondes, mais sa présence était réelle. Élise. Margot tendit la main vers sa sœur, mais ne put que traverser son image. Tu es vivante? Pas vraiment. Pas complètement morte non plus. Élise sourit tristement. La lanterne m'a piégé quand j'ai essayé d'effacer nos souvenirs. Mais j'ai appris à résister à son influence. Marcel rugit de rage. Tu vas tout gâcher. Nos voisins, nos amis, ils découvriront la vérité. La vérité doit être révélée, répliqua Élise. J'ai passé 10 ans à réfléchir dans ce lab. Nous ne pouvons pas construire notre vie sur des mensonges. Soudain, la lanterne dans les mains de Margot se mit à pulser violemment. L'objet devenait brûlant, et elle réalisa qu'elle ne pouvait plus le lâcher. Ses doigts semblaient soudés au métal. Qu'est-ce qui se passe? Cria-t-elle. Céleste consulta fébrilement le livre des gardiens. La lanterne réagit à la présence simultanée de 3 générations de la famille Dubois. Elle va tenter d'effacer tous vos souvenirs d'un coup. Parfait, dit Marcel en se rapprochant. Nous allons tous oublier, et tout redeviendra normal. Non. Élise se jeta entre son père et sa sœur. Margot, tu dois résister. Accepte la vérité sur notre famille. C'est le seul moyen de briser l'emprise de la lanterne. Mais Marcel était plus fort. Son esprit, nourri par des décennies de déni et de culpabilité refoulée, commençait à dominer la lanterne. L'objet maudit pulsait maintenant en rythme avec les battements de cœur de Margot, et elle sentait ses souvenirs commencer à s'effacer un à un. Julien! Cria Céleste. Il faut qu'on sorte d'ici. La lanterne va exploser. Mais Margot ne pouvait plus bouger. L'objet la tenait prisonnière, et elle voyait défiler devant ses yeux tous les souvenirs de sa famille, les vrais et les faux, les beaux et les terribles. Elle devait choisir lesquels garder et lesquels abandonner. Élise, murmura-t-elle, aide-moi. Je ne sais pas quoi faire. Accepte tout, répondit sa sœur. Le bon et le mauvais. C'est ça, être vivant. Marcel poussa un hurlement de rage et se rua vers elle, ses mains spectrales tendues vers la lanterne. L'affrontement final venait de commencer. La crypte sous Notre-Dame trembla sous la force de l'affrontement spirituel qui se déroulait en son sein. Marcel Dubois, transformé en une entité de pure malveillance par des décennies de déni, déployait tout son pouvoir pour s'emparer de la lanterne. Ses mains spectrales s'allongeaient comme des tentacules d'ombre, cherchant à arracher l'objet maudit des mains de Margot. « Tu ne comprends pas. » Rugissait Lille, sa voix résonnant dans toute la crypte. « Si la vérité éclate, notre famille sera déshonorée pour l'éternité. Nos descendants porteront cette honte. » Margot luttait contre l'emprise de la lanterne, qui semblait vouloir fusionner avec sa chair. L'objet était devenu incandescent, et elle sentait ses souvenirs se réorganiser de force. Des images de son enfance se mélangeaient avec des scènes qu'elle n'avait jamais vécues, son père serrant la main d'officiers nazis, des œuvres d'art empilées dans leurs caves, des familles juives chassées de leur maison. « Ce ne sont pas mes souvenirs !» cria-t-elle. « Si » répondit Élise, sa forme translucide vacillant sous l'effort de résister à leur père. « Ce sont les souvenirs de papa. » La lanterne les transfère à tous ceux qui sont liés à lui par le sang. Au-dessus d'eux, dans la cathédrale, les gargouilles s'agitaient de plus en plus violemment. Julien, qui avait grimpé par un escalier secret pour observer la situation, vit avec horreur que toutes les créatures de pierre de Notre-Dame s'animaient simultanément. Leurs yeux rougeoyaient dans l'obscurité, et leur rugissement faisait trembler les vitraux. « Céleste !» cria-t-il dans l'escalier. Les gardiens perdent le contrôle. En bas, Céleste consultait frénétiquement le livre des anciens gardiens, cherchant un rituel qui pourrait contenir la puissance déchaînée de la lanterne. « Il faut un sacrifice !» cria-t-elle par-dessus le vacarme. « Quelqu'un doit accepter de porter le fardeau de tous les souvenirs. » Marcel éclata d'un rire dément. « Parfait. Je vais tous les effacer. Plus de honte, plus de culpabilité, plus de souvenirs. » Il se jeta sur la lanterne, mais Élise s'interposa. Le choc entre les deux esprits créa une onde de force qui projeta Margot contre le mur de pierre. La lanterne roula sur le sol, sa lumière devenant de plus en plus intense. Élise. Margot se releva péniblement, du sang coulant de sa tempe. Ne le laisse pas gagner. Mais Marcel était plus fort. Nourri par des décennies de colère et de déni, il commençait à absorber l'essence même d'Élise.
La jeune femme fantomatique pâlissait, ses contours devenant de plus en plus flous. Je ne peux pas résister, murmura-t-elle. C'est alors que le docteur Rousseau fit irruption dans la crypte, portant une pile de dossiers anciens. Margot. J'ai trouvé la vérité sur votre famille. Il s'arrêta net en voyant la scène surnaturelle qui se déroulait devant lui, mais sa formation scientifique reprit rapidement le dessus. Henri Dubois, votre arrière-grand-père, n'était pas seulement un résistant. Cria-t-il par-dessus le vacarme. Il était un double agent. Il protégeait des familles juives tout en faisant semblant de collaborer. Marcel se figea, son attaque contre Élise interrompue. Quoi? Votre père a hérité de la culpabilité de son grand-père sans connaître toute la vérité. Le docteur Rousseau brandissait les documents. Henri utilisait sa couverture de collaborateur pour sauver des vies. Mais il n'a jamais pu révéler la vérité, même à sa famille. Margot saisit la lanterne, sentant soudain une clarté nouvelle envahir son esprit. Papa, tu as porté une honte qui n'était pas la tienne. Marcel vacilla, sa forme spectrale perdant de sa consistance. Non, j'ai fait des choses terribles, j'ai vendu. Tu as cru faire comme ton grand-père, dit Élise avec compassion. Mais lui sauvait des vies. Toi, tu ne faisais que survivre. La vérité frappa Marcel comme un coup de massue. Toute sa colère, toute sa rage s'effondra d'un coup, remplacée par une douleur immense. J'ai déshonoré sa mémoire, j'ai sali le nom de la famille. Margot se leva, la lanterne pulsant doucement dans ses mains. Elle comprenait maintenant. Papa, tu peux encore réparer. Aide-moi à contrôler la lanterne. Utilisons-la pour révéler la vérité, pas pour l'effacer. C'est impossible, murmura Marcel. La lanterne ne peut qu'effacer. Non, dit Céleste en levant les yeux de son livre. Elle peut aussi restaurer. Mais seulement si celui qui la contrôle accepte pleinement la vérité, même la plus douloureuse. Margot ferma les yeux et ouvrit son cœur à tous les souvenirs, ceux de son père, de son arrière-grand-père, d'Élise, et les siens propres. La douleur était immense, mais elle l'accepta entièrement. La lanterne explosa dans une gerbe de lumière dorée qui illumina toute la crypte. Quand la lumière se dissipa, Marcel avait disparu, enfin en paix. Élise souriait, sa forme devenant de plus en plus lumineuse. « Merci, ma sœur, dit-elle avant de se dissoudre dans la lumière. Au-dessus, les gargouilles cessèrent leur agitation et retournèrent à leur poste, leurs yeux redevenant de simples pierres. 6 mois plus tard, la boutique d'antiquités de Margot avait été transformée. Les étagères poussiéreuses avaient fait place à un espace lumineux et accueillant, où les visiteurs venaient non plus pour acheter des objets anciens, mais pour retrouver leurs souvenirs perdus. Madame Dubois, dit une femme âgée assise en face d'elle, depuis la mort de mon mari, j'ai l'impression d'avoir oublié tous nos bons moments ensemble. Margot sourit avec bienveillance. Les souvenirs ne disparaissent jamais vraiment. Ils se cachent parfois, mais ils sont toujours là. Racontez-moi votre première rencontre. Elle avait appris à utiliser les techniques que lui avait enseignées le docteur Rousseau, combinées à sa nouvelle compréhension des mystères de la mémoire. La lanterne, désormais scellée dans les cryptes de Notre-Dame, lui avait légué un don, celui d'aider les autres à retrouver ce qu'ils croyaient avoir perdu. Julien passa la tête par la porte. Margot? Céleste et moi partons pour Notre-Dame. Vous venez? J'arrive, répondit-elle en terminant sa séance avec la dame âgée. Ils se retrouvèrent tous les trois devant la cathédrale, où Julien avait repris ses travaux de restauration. Mais maintenant, il travaillait en collaboration avec Céleste et la confrérie des gardiens, veillant à ce que les secrets anciens restent protégés tout en permettant à l'art de rayonner. « Comment vont nos amis de Pierre ?» demanda Margot en levant les yeux vers les gargouilles. « Elles veillent, répondit Julien. Mais elles semblent plus sereines maintenant. Comme si elles avaient trouvé la paix. » Le docteur Rousseau les rejoignit, portant sa sacoche de médecin. Il était devenu le consultant scientifique officiel de la confrérie, étudiant les effets des objets maudits sur l'esprit humain. « J'ai de bonnes nouvelles, annonça-t-il. Les derniers examens montrent que votre cerveau a complètement récupéré, Margot. Plus aucune trace des dommages causés par la lanterne. Et les souvenirs d'Élise? Intacts. Vous vous souvenez de tout maintenant. Le bon et le mauvais. Margot hocha la tête. Elle se souvenait effectivement de tout, les rires partagés avec sa sœur jumelle, leurs disputes, leur complicité, mais aussi la douleur de la découverte sur leur père, et le sacrifice d'Élise. Ces souvenirs étaient douloureux, mais ils faisaient partie d'elle.
Céleste sortit une clé ornée de symboles anciens. Il est temps, dit-elle solennellement. Ils descendirent ensemble dans les cryptes, où la lanterne reposait dans un coffre de pierre. Margot était la seule à pouvoir l'ouvrir, en tant que dernière descendante des Dubois et nouvelle gardienne de la mémoire. D'autres objets maudits vont apparaître, expliqua Céleste. Ils attirent toujours ceux qui souffrent, ceux qui veulent oublier. Notre rôle est de les protéger, mais aussi de guider leurs victimes vers la guérison. Margot contempla la lanterne, qui semblait maintenant paisible, sa lumière bleutée pulsant doucement. Élise avait raison. On ne peut pas construire sa vie sur des mensonges. Même les vérités douloureuses valent mieux que les plus beaux mensonges. Et votre père, demanda le docteur Rousseau. Avez-vous trouvé la paix avec sa mémoire? Margot réfléchit un moment. Papa était un homme faible qui a fait de mauvais choix. Mais il portait aussi le poids d'un héritage qu'il ne comprenait pas. Je ne peux pas excuser ses actes, mais je peux comprendre sa douleur. Elle referma le coffre et remit la clé à Céleste. La lanterne restera ici, mais son histoire sera racontée. Les gens ont le droit de connaître la vérité sur le passé, même quand elle fait mal. En remontant vers la surface, ils croisèrent un groupe de touristes qui admiraient les gargouilles. L'un d'eux demanda à Julien, « Ces créatures ont l'air si réelles. On dirait qu'elles vont s'animer. » Julien sourit. Qui sait? Paris est une ville pleine de mystères. Le soir tombait sur Notre-Dame, et les derniers rayons du soleil faisaient danser les ombres sur les façades de pierre. Margot leva une dernière fois les yeux vers les gargouilles, et elle aurait juré voir l'une d'elles lui faire un clin d'œil. « Merci, murmura-t-elle. » Le vent porta sa voix vers les hauteurs de la cathédrale, où les gardiens de pierre continuaient leur veille éternelle. Ils protégeaient les secrets de Paris, mais ils savaient maintenant que certaines vérités méritaient d'être préservées, même quand elles faisaient souffrir. Car la mémoire, avec toutes ses joies et ses douleurs, était ce qui rendait les hommes véritablement humains. Dans sa boutique transformée, Margot accueillait chaque jour de nouvelles personnes en quête de leurs souvenirs perdus. Elle leur apprenait ce qu'Élise lui avait enseigné, que l'oubli n'était pas une solution, mais que l'acceptation pouvait être un chemin vers la guérison. Et parfois, dans le reflet des vitres anciennes de sa boutique, elle croyait apercevoir le sourire de sa sœur jumelle, enfin en paix, veillant sur elle depuis l'autre côté de la mémoire. La lanterne de l'oubli dormait dans les profondeurs de Notre-Dame, mais son histoire continuait de vivre, rappelant à tous que les souvenirs, même les plus douloureux, étaient le plus précieux des trésors. Fin.